Hello. Bonjour. Bonjour Chana, bonjour Éléonore et à ceux qui sont connectés avec nous. On va attendre que tout le monde puisse se connecter tranquillement. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que c'est la RSE? Est-ce que c'est plutôt la tech? Est-ce que c'est pour écouter Éléonore, Chana ou moi-même? Du coup, on vous pose la question dans le sondage en bas à droite. C'est envoyé. Donc voilà, vous pouvez répondre comme ça. Ça nous permet de savoir un peu vos sujets d'intérêt aujourd'hui et de voir comment on peut vous donner un maximum d'informations. En tout cas, merci d'être si nombreux. On va essayer de répondre à toutes les questions au fur et à mesure de la discussion. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions. Hop. Alors, je vais commencer par me présenter et après, ça sera à votre tour de faire la même chose. Donc je suis chef de projet marketing chez Indigo, qui est l'école de la responsabilité, donc qui est une école qui forme les professionnels à la RSE. Donc c'est comment aujourd'hui, que vous soyez au marketing, à la finance, aux achats, comment vous pouvez intégrer la responsabilité à votre métier sans pour autant tout plaquer et changer totalement de job. Donc on est une école qui est rattachée au sein de Maria School, un campus d'école. Et donc Chana est avec moi aujourd'hui parce que Chana du coup travaille pour Maestro, qui est notre école de Maria. Donc c'est la première fois qu'on fait un co-événement deux écoles de Maria ensemble. On s'est dit que la RSE et la tech avaient quelque chose à faire ensemble, et on s'est dit voilà comment la RSE peut servir la tech et inversement. Et donc voilà, donc c'est le premier co-webinaire, donc soyez indulgents avec nous. C'est un test qu'on fait, mais on est super heureuse et de le faire du coup avec Éléonore. Donc voilà, en fait, donc juste pour la petite histoire, donc Indigo, on organise chaque semaine des webinaires sur les sujets liés à la responsabilité. Et côté Maestro, ils font aussi la même chose. Nous, ça s'appelle les Indie Clubs. Maestro, ça s'appelle les Maestrix. Donc c'est toujours voilà, des webinaires gratuits pour vous permettre d'en savoir plus, donc soit sur la tech avec Maestro, soit sur la responsabilité avec Indigo. Je ne vais pas vous présenter nos programmes parce que ça serait un petit peu long. Mais voilà, sachez en tout cas qu'on a plusieurs programmes sur différentes thématiques métiers et qu'on a notamment un programme qui s'appelle Pilote de la transition climat, qui est un peu spécifique, qui s'adresse plutôt à des personnes qui sont en reconversion pro et qui souhaitent apprendre à piloter une stratégie climat au sein de leur entreprise ou chez le client. Donc juste si vous êtes si vous êtes aujourd'hui sur un questionnement, que vous avez envie d'apprendre à piloter ce type de projet, sachez qu'on a cette formation qui est voilà, ouverte à tous et qu'une prochaine promo débutera le 3 avril. Donc c'est pour ça que voilà, c'est la seule dont je vous parle aujourd'hui, puisque c'est la prochaine qui arrive. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à cette formation, que vous voulez en savoir plus, on pourra en parler après le webinaire. Et je vous mets juste dans le chat le lien du site internet. Comme ça, vous avez tout. Et je laisse maintenant la main à Chana. Alors, est-ce que je peux passer? Voilà, je ne vais pas m'étendre trop sur ça. Juste, pardon, un dernier mot. Donc, comme je vous l'ai dit, donc c'est pour des personnes en reconversion. Et pour vous dire, en termes d'intervenants, on travaille du coup avec des intervenants de Axio et Samy, qui sont du coup experts sur la partie bilan, carbone et plan d'action, mais aussi avec des personnes qui travaillent chez Decathlon, qui ont plus du coup l'approche produit, où on s'éloigne un petit peu du carbone, pour aller plus sur des sujets d'éco-conception et de nouveaux modèles, parce que voilà, il n'y a pas que le carbone dans la vie, même si aujourd'hui les stratégies climat sont essentiellement basées sur ça. Donc voilà, je laisse la main à Chana et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci, Oriane. Hop.
Donc oui, ravie aussi de faire ce premier cross entre Indigo et Maestro. Et donc moi, c'est Shana, responsable communication chez Maestro, l'école du produit et de la tech. Et nous, comme Indigo, on a nos Maestrix, qui sont nos événements produits hebdomadaires liés de loin ou de près à des notions qui concernent la tech, le no-code et le product management. Je vous mets en lien aussi, si vous voulez, notre meet-up, si jamais ça vous intéresse, si cet univers-là vous intéresse. Et on a aussi donc plusieurs programmes allant du cœur un peu de notre école, donc le programme Project Manager que Eleonore a fait, justement. Et on a aussi une formation en no-code, en tech, en design, mais une formation qui pourrait vous intéresser et qui est sur une journée. C'est notre masterclass produit responsable, donc qui allie produit, donc tech, et tout ce qui est responsabilité, éco-conception, pardon. Et on organise cette journée 2 fois par an. Et la prochaine session, c'est mardi prochain, donc le 21 avril. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller vous rendre sur notre site internet pour vous renseigner et postuler si jamais. Et donc maintenant, Eleonore, ça va être à ton tour de te présenter, maintenant qu'on s'est présenté avec Oriane. Merci beaucoup. Et moi, je suis vraiment ravie de faire ce webinaire avec vous. Du coup, pour me présenter, donc Eleonore Dutal, là, j'ai 27 ans et moi, je suis issue d'une école d'ingénieur agronome. J'ai fait des stages très différents, surtout des startups, parce que c'est toujours un milieu qui m'a beaucoup intéressée. Et après, j'ai découvert en fait l'univers du produit en 2019, aussi grâce à Maria School. Donc, j'ai vraiment suivi tous leurs projets, mais grâce à un programme qui s'appelle John Lyon, et où en fait, tous les samedis, on avait des conférences d'intervenants de start-up, vraiment un samedi par mois. Et du coup, j'avais rencontré beaucoup de personnes qui travaillent dans le produit, et c'est à ce moment-là que ça m'avait beaucoup intéressée. Et du coup, à la fin de mes études, j'avais voulu m'orienter vers le digital dans le monde des startups et avec forcément un produit qui avait un plus de sens pour moi. Et c'est pour ça que j'ai trouvé Winabi. Donc là, ça fait 2 ans maintenant que je suis, 2 ans et demi même que je suis chez eux. J'ai commencé en tant que Technical Account Manager. Donc, c'est chef de projet technique. En fait, c'était vraiment l'accompagnement des clients dans le développement de leur plateforme d'engagement. C'était super, super passionnant. Et après, j'ai voulu un peu me réorienter parce que le produit restait un peu mon coup de cœur de base. Et du coup, je me suis orientée vers le produit. Et j'ai eu la chance que mon management accepte que je fasse une reconversion en interne. Donc, du coup, je suis devenue product manager à partir de janvier de cette année. Voilà. Donc, très contente de vous parler de tech et de RSE. Merci, Éléonore. Alors, Alors, je vais passer la slide suivante. Alors, avant qu'Éléonore nous raconte, nous dise tout sur la plateforme Wanabi, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat combien vous mettez en stratégie RSE? Est-ce que la stratégie ou la RSE, est-ce que la stratégie RSE, c'est quelque chose que vous connaissez pas du tout? Donc, c'est que là, vous mettez 0. Est-ce que c'est quelque chose que vous maîtrisez un peu? Vous savez après de quoi on parle? Alors, on a un peu de tout. Ok, on a du 1 et du 4. Donc, on a des niveaux assez différents. Médiocre. Ok. Comme ça me permet après de savoir. On va pas rentrer aujourd'hui dans le détail d'une stratégie RSE puisque c'est assez complexe, mais c'est pour juste vous présenter un peu le contexte. Merci pour vos réponses. Hop. Et alors, deuxième question, connaissez-vous les conditions pour être qualifié de start-up à impact aujourd'hui? C'est quoi une start-up à impact? Est-ce que c'est quelque chose que vous savez dire en une phrase ou en fait vous savez pas trop ce que ça regroupe exactement? Donc c'est oui ou non? Après, pas vraiment. Ok, donc start-up à impact ou les startups tech for good, donc ce qui est du coup Wanabi, une start-up à impact, donc c'est pour savoir à peu près. Ok, énorme fourre-tout. D'accord. Alors, donc juste pour répondre à la question de la startup à impact, une startup à impact, aujourd'hui, c'est défini comme une startup qui contribue aux objectifs du développement durable, donc aux 17 ODD, qui ont été définis par l'ONU. Donc, c'est vraiment des objectifs très clairs. Et donc, si une startup aujourd'hui contribue à un des objectifs, elle est considérée comme une startup à impact. Donc, parfois, elle contribue à plusieurs objectifs. Donc, ça peut être un objectif plutôt avec
un objectif social, ça peut être réduire les inégalités, ça peut être réduire la quantité de déchets. Donc il y a 17 objectifs et en tout cas, on peut dire que du coup Wannabe s'inscrit dans cette démarche-là. Avant du coup juste de rentrer dans le détail de la plateforme, je vais juste arrêter la présentation. Juste aujourd'hui, pour vous remettre un petit peu de contexte, donc le mot RSE, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. C'est une démarche qui est volontaire aujourd'hui. Il n'y a pas d'amende, il n'y a pas encore de gros amendes. Donc aujourd'hui, les entreprises, juste ce qu'on leur dit, c'est vous pouvez aujourd'hui intégrer les enjeux sociaux et environnementaux à votre stratégie. C'est pas obligatoire, mais si vous le faites pas, en fait, vous allez être de plus en plus pénalisé, pas directement par des sanctions, mais par vos parties prenantes. Aujourd'hui, on demande à une entreprise d'avoir un impact positif sur la société, en plus de ses objectifs commerciaux, qui sont pas non plus complètement à mettre de côté, mais c'est comment vous pouvez avoir un impact positif, en plus de générer du coup une certaine performance économique. Et donc, c'est une approche qui est volontaire. Donc, ça, c'est une première chose. Après, ce qu'on sait, c'est que de plus en plus, l'Europe, notamment, met en place des réglementations de type CSRD, pour ceux qui connaissent, qui est le nouveau reporting extra-financier à l'échelle de l'Europe, qui va être obligatoire pour des entreprises de plus de 250 personnes et qui va remplacer la DPEF, donc la déclaration de performance extra-financière, qui est aujourd'hui une réglementation à l'échelle de la France, qui concernait que les entreprises de plus de 500 personnes, donc des très très grosses boîtes. Et en fait, l'Europe aujourd'hui s'est emparée du sujet et a dit bon bah c'était que à l'échelle de la France, on va passer sur l'Europe et ça va être beaucoup plus d'entreprises concernées et ça va être exactement 50 000 entreprises d'ici 2026. Donc une approche qui était au début volontaire va l'être de moins en moins. Et donc, c'est pour ça qu'il est hyper important de commencer dès maintenant à mettre en place une stratégie RSE. Et on voit aussi en parallèle, du coup, le développement de toutes ces entreprises de la tech. Et donc, c'est intéressant de voir justement comment ces deux mondes vont se rencontrer et comment des plateformes comme Wannabe peuvent aider les stratégies RSE et comment elles peuvent les enrichir. Donc voilà, maintenant je vais laisser Éléonore vous présenter Wannabe et la plateforme. Super, merci beaucoup Oriane. Totalement, donc nous c'est un peu dans ce contexte qu'on évolue. Aujourd'hui on est une entreprise du coup de l'ESS, donc ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. On a agréé ESUS, donc c'est une labellisation fournie par l'État qui veut dire qu'on est une entreprise solidaire d'utilité sociale, donc qui travaille pour l'intérêt de la société. L'entreprise, elle a 5 ans aujourd'hui, donc elle a été créée par 3 cofondateurs. Et l'objectif, du coup, pour avoir cet impact sur la société, nous, c'était de répondre un peu à l'objectif social, donc de favoriser l'engagement bénévole, donc associatif, des collaborateurs d'entreprise. Donc ça, c'est l'axe que nous, on a pris. Aujourd'hui, on est 40 après 5 ans d'existence. Et du coup, on a un peu 3 pôles pour répondre à ces enjeux. Parce qu'on a vraiment différents types de partenaires. Donc, on a notre réseau d'associations. Aujourd'hui, on a plus de 2000 associations partenaires, notamment en France et dans le monde entier. On est présent dans 56 pays. Donc, ça fait beaucoup. On a du coup aujourd'hui plus de 100 000 collaborateurs qui se sont engagés via la plateforme depuis 2018. Et on est très fiers aussi d'avoir réussi à collecter 2 millions d'euros de dons depuis 2 ans. Donc, c'est vraiment parce qu'il y a vraiment cet enjeu aussi pour les associations, j'en reparlerai, mais du coup, ils recherchent beaucoup des bénévoles, mais aussi des dons financiers, bien sûr, parce que c'est propre au fonctionnement de l'association. Et du coup, Wannabe, voilà, on est ces 40 employés. On a une partie de notre entreprise qui est vraiment dédiée aux associations, qui sont nos partenaires privilégiés, qui va du coup essayer de les aider à prendre en main la plateforme, parce que du coup, notre plateforme, elle aide à la fois les associations et à la fois les entreprises. Nous, on essaie vraiment de les mettre en relation. On est vraiment un co-constructeur de liens entre les assos et les entreprises. Et du coup, notre pôle association a vraiment pour but d'aider les associations à prendre en main la plateforme et aussi à les aider à mettre
en place leurs besoins et à les exprimer auprès des entreprises. Et aussi, du coup, à leur donner beaucoup de visibilité. Donc, nous, c'est ce qu'on essaie de faire sur les réseaux et auprès de nos entreprises partenaires, autour du coup de webinaires comme celui-ci aussi qu'on fait beaucoup lors de programmes thématiques qu'on a un peu toute l'année. Des vidéos, par exemple, Pitch Me pour les associations, où voilà, elles vont parler de ce qu'elles font. Et pour rayonner un peu plus dans le monde de l'entreprise. Et après, du coup, forcément, comme on a beaucoup de clients, on a aussi un pôle qui est dédié du coup à la relation avec le client. Donc, pour animer du coup et mettre en place le programme d'engagement, parce que c'est quelque chose, on essaie vraiment d'être dans une posture de conseil, parce que du coup, on va beaucoup parler tech aujourd'hui, mais la tech fait vraiment pas tout. Elle est vraiment c'est vraiment un lien et ça aide du coup, à réaliser les choses qui sont les plus importantes, c'est-à-dire vraiment créer du lien avec soit les utilisateurs finaux de la plateforme, donc les collaborateurs ou les associations. Donc voilà, donc là, on a une entreprise qui essaie vraiment une partie de la boîte, pardon, qui essaie vraiment d'aider les entreprises à faire ça. Et une équipe forcément tech, dont je fais partie, du coup, avec nos développeurs et notre équipe produit et même notre équipe Tech Care, qu'on appelle Tech Care. Et voilà, pour faire évoluer la plateforme et la rendre la plus fluide possible pour que voilà, on puisse se concentrer sur le reste. Voilà. Vous êtes combien dans l'équipe Tech. Ouais. Aujourd'hui, on a un PM, donc moi, une UX designeuse, une product designeuse. Ça, c'est l'équipe vraiment produit. Et après, on est donc 100% de femmes. Et après, on a l'équipe vraiment tech développeur, où là, on a 3 développeurs, un lead dev et deux autres développeurs full stack. Et aussi, du coup, notre CTO qui nous aide beaucoup, mais qui a forcément d'autres responsabilités à côté. Donc, c'est un peu notre joker. On l'appelle comme ça. Ok. Et donc, tu disais en termes de nombre d'assos, donc aujourd'hui, Wannabe, donc plus de 2000 assos. Ouais, c'est ça, exactement. Et combien d'entreprises à peu près sont... On a près une centaine de clients, un peu plus. Bon, là, je pense que mon équipe sales me taperait sur les doigts de ne pas avoir les chiffres exacts, mais en gros, c'est un peu plus d'une centaine. Et c'est majoritairement, pour voir si vous voulez avoir un peu la typologie de clients, c'est majoritairement du coup des entreprises du CAC 40. Donc vraiment des grands groupes, c'est là où, comme tu disais, Oriane, il y a quand même l'aspect légal qui rentre en compte, parce que c'est les entreprises qui ont le plus besoin de réaliser des actions concrètes pour leur programme RSE. Et du coup, c'est pour ça qu'on a plus facilement elles ont aussi plus de moyens pour mettre en place ces genres de programmes. Parce que forcément, c'est une plateforme qui va être payante. Et du coup, on a plus d'entreprises du CAC 40 et quand même beaucoup aussi d'entreprises un peu intermédiaires, TPE, PME. Ok. Super. Et alors, et du coup, quels sont aujourd'hui, quand les entreprises donc, viennent vers vous donc, pour utiliser votre plateforme, aujourd'hui, quels sont les avantages c'est quoi les avantages de la plateforme pour la stratégie RSE exactement? Comment ça peut servir ces boîtes-là? Ouais, du coup, la plupart du temps, quand les entreprises viennent nous voir, il y a un peu 3 raisons qui les font qu'elles veulent nous voir. Souvent, on a dans les entreprises qui sont très peu matures dans le sujet de l'engagement des collaborateurs. En gros, elles veulent créer un programme d'engagement. Il y en a qui en ont déjà un et qui, du coup, c'est plus qu'elles veulent avoir une plateforme pour les aider à faire surtout le suivi de l'impact d'un programme, parce que c'est ça qui est très chronophage, et à aussi avoir accès à notre réseau de partenaires. Et après, on a des entreprises qui sont qui sont pas forcément matures dans le sujet et qui vont plus demander de conseils en plus de l'outil. Mais globalement, l'intérêt, donc ça, c'est un peu pourquoi elles viennent nous voir de base, mais après, l'intérêt pour elles, c'est à la fois de renforcer leur marque employeur, donc essayer de fidéliser leurs collaborateurs qui sont sur place pour leur offrir un nouveau service, et aussi, du coup, d'attirer de nouveaux talents, parce qu'on sait que c'est un enjeu aujourd'hui pour les entreprises de pouvoir attirer des collaborateurs. Donc, il y a vraiment une notion aussi de bien-être au travail. On a beaucoup de retours à des collaborateurs qui, une fois qu'ils ont fait leur mission, en fait, ont vraiment un sentiment de satisfaction d'avoir aidé du coup l'association pour laquelle ils ont travaillé. Et du coup, le fait que l'entreprise forcément les ait aidés à pouvoir faire ça, ça fidélise un peu le collaborateur. Et quand tu dis conseil, c'est quel type, enfin, des exemples de conseils en plus de la plateforme, qu'est-ce que vous fournissez aux entreprises du coup? Ouais, en fait, nous, on va les aider vraiment à cadrer leur programme, parce qu'on a des entreprises qui viennent nous voir et qui ont pas forcément, qui veulent par exemple avoir le maximum d'associations possible sur la plateforme avec énormément de missions. Nous, avec l'expérience qu'on a, on sait que c'est pas forcément quelque chose qui marche.
parce que du coup, les collaborateurs sont un peu perdus quand ils arrivent sur la plateforme. Ils trouvent pas forcément, ils comprennent pas forcément la logique derrière. Ça fait un peu fourre-tout. Du coup, on essaie vraiment de les aider à cadrer leur programme. Donc, sur quelle thématique ils veulent s'engager. Donc, par exemple, tu vois, sur les 12 ODD ou les 7 grandes thématiques un peu RSE, on essaie de leur en faire choisir 2-3 maximum. Comme ça, même dans leur communication, ils peuvent dire que voilà, ils ont aidé à agir pour l'égalité des genres ou pour l'éducation. Mais voilà, pas sur toutes les thématiques de front. Voilà, donc on essaie surtout sur le cadrage et après, du coup, dans les aider dans la mise en relation avec des associations un peu privilégiées. On essaie beaucoup de pousser ça aussi parce que pour les associations, il y a un peu un enjeu aujourd'hui, c'est qu'il y a une multiplication du coup des plateformes d'engagement et donc elles se retrouvent avec beaucoup d'acteurs à gérer, publier les mêmes missions sur plusieurs plateformes. Donc ça peut être vraiment compliqué pour elles. Et du coup, nous, on essaie de créer des vrais liens très forts entre les entreprises et les associations. Et en fait, on demande un peu à nos entreprises de jouer le jeu en créant ce partenariat privilégié avec certaines associations en particulier. Ça marche plutôt bien. Après, parfois, elles ne nous écoutent pas forcément, mais en tout cas, on essaie d'aller dans ce sens-là. Donc voilà, c'est par là qu'on fait le maximum de conseils. Ok. Et c'est quelle thématique, quelle cause on peut retrouver du coup sur la plateforme? Du coup, globalement, tu vas avoir 7 grandes thématiques. Ouais. Donc, on a l'urgence sociale, l'éducation, la santé, l'inclusion, l'insertion professionnelle, après l'environnement, bien sûr, et l'égalité des genres. Et en fait, donc ces grandes thématiques, nous, ce qu'on va proposer, c'est plusieurs manières de s'engager pour ces causes-là. Donc, on a soit des missions en fait sur le terrain, où vraiment tu vas te rendre dans l'association pour l'aider, soit grâce à tes compétences, donc en termes de marketing ou en termes de comptabilité. Voilà, les associations, elles n'ont pas forcément ces compétences-là en interne et pas forcément les moyens de payer aussi des gens pour le faire. Donc ça les aide beaucoup. Après, c'est pas forcément les missions les plus appréciées parce que tu as l'impression un peu de refaire ce que tu fais au quotidien. Et il y a le côté, les collaborateurs aiment bien un peu sortir aussi de leur univers classique et du coup de faire des missions qui les sortent un peu de ça, où ils apprennent aussi des choses de leur côté. Du coup, on a des missions aussi ponctuelles, donc par exemple avec les Restos du Cœur, où là, on peut faire de la distribution de repas le mardi soir ou du tri de denrées alimentaires. Et on a aussi une mission un peu plus longue de mentorat, où là, du coup, tu vas pouvoir, par exemple, soutenir un jeune qui a du mal dans sa scolarité. Donc, ça va être là plusieurs heures par mois. Donc ça, c'est vraiment les missions de terrain qui sont un peu les plus engageantes pour les collaborateurs. C'est vraiment du don de temps. On a aussi, du coup, des missions de sensibilisation, où là, du coup, l'objectif, c'est de sensibiliser une personne sur une cause, donc sur les 7 thématiques qu'on a évoquées. Et donc là, on a une super équipe content qui crée beaucoup de contenu très ciblé et des programmes thématiques. Le prochain qu'on a, par exemple, c'est l'appel des forêts. Donc, c'est essayer de sensibiliser les collaborateurs à l'importance des forêts dans le monde et à l'impact que ça a sur l'environnement. Et donc, ça, on va tout proposer sur la plateforme et ça peut aider en fait les gens à découvrir le monde associatif de manière un peu plus, par chez soi, tout simplement. C'est plus accessible. Et comme ça, ça peut aussi les engager ensuite à agir vraiment concrètement sur le terrain. Voilà. Et la dernière manière sur laquelle on insiste vraiment cette année, du coup, c'est les dons dont je parlais au début du webinaire. Où, du coup, on va tout simplement permettre aux collaborateurs de faire des dons financiers aux associations. Et puis ça leur permet aussi parce que souvent la stratégie RSE, et la direction RSE est au courant. En fait, il y a plein de collaborateurs qui sont pas au courant parce que ils sont pas concernés directement. Et du coup, vu que la plateforme va sélectionner des assos en général qui sont en ligne avec sa stratégie RSE, c'est une manière de communiquer et de dire, en fait, voilà, pour ceux qui connaissent pas, nous, nos 3 piliers, c'est ça. Et donc, vu que les assos s'inscrivent dans ces piliers-là, c'est une manière en fait de communiquer, quoi. Donc exactement. C'est hyper important pour l'entreprise. En fait, ce qui est trop bien dans ce système-là, je prêche ma paroisse, mais ce qui est trop bien, c'est que ça engage les collaborateurs. Là où ce qu'on voyait un peu dans les anciennes démarches RSE, c'est que ça venait vraiment des directions. Ils agissaient beaucoup sur leur business. Par exemple, ils essayaient de réduire leur impact, même, je sais pas s'ils produisaient des déchets, ils essayaient de les réduire, etc. Mais du coup, le fait d'engager ces collaborateurs, comme ça fait vraiment, l'entreprise, de toute façon, c'est les employés. Il y a vraiment du coup une masse comme ça qui prône la direction RSE et ça permet vraiment, comme tu dis, de plus ancrer la démarche au sein de l'entreprise. Et ça crée même, ce qu'on voit, c'est que ça crée des ambassadeurs au sein de l'entreprise et des employés qui vont du coup prôner la démarche RSE auprès de leurs collègues, etc. Donc ça permet d'impliquer toutes les parties prenantes de l'entreprise. Du coup, c'est vraiment un cercle hyper vertueux. Voilà. Ouais, ça permet de ne pas être trop frustré, de dire, OK, il y a la stratégie RSE
qui est quelque chose genre d'un peu stressant et genre où tu peux te sentir un peu impuissant. Et là, c'est une manière de se mettre en action, Ouais. même si les missions du quotidien dans ton taf sont pas forcément directement liées. Tu te dis, bon, c'est une manière en effet, de mettre un pied dedans. Et de manière générale, le milieu associatif, il y a beaucoup de gens, enfin, dans la reconversion, qui commencent comme ça en se disant, bon, je vais être un peu bénévole pour cet asso, qui prennent un peu confiance en eux grâce au milieu associatif, au niveau de leurs compétences, et après qui disent, mais en fait, oui, je peux intégrer la responsabilité à mon métier. Et c'est vrai que c'est souvent un premier test, c'est de gagner confiance en soi grâce à l'associatif, quoi. Ouais, non, c'est clair. Je sais que, par exemple, tu vois, les retombées qu'on peut avoir quand tu fais des actions comme ça de bénévolat pour les salariés, ce que je disais, du coup, la création un peu d'ambassadeurs pour l'entreprise, ça crée aussi de la cohésion dans les équipes parce qu'il y a aussi des missions un peu de team building qui se mettent en place. Ça peut être par exemple le manager qui décide de créer, voilà, on va faire une mission de terrain tous ensemble, et ça crée vraiment du coup de la cohésion au sein de l'équipe. Et après, comme tu disais, il y a beaucoup de soft skills qui sont développés par les employés quand ils font des missions de terrain. Tu sors un peu de ta zone de confort aussi parce que tu découvres un nouveau monde que tu connais pas, et puis tu es aussi confronté, mine de rien, à une réalité qui est parfois assez difficile à vivre. Ouais. Et ça te fait réaliser aussi, prendre conscience que il y a un monde autour de toi et que tu peux aussi aider parce qu'il y en a qui en ont besoin. Donc, et même, par exemple, tu vas pouvoir faire des missions que tu n'as pas forcément l'habitude de faire, potentiellement manager une petite équipe de bénévoles, ça peut donc beaucoup t'aider aussi pour ton travail au quotidien. Et à la fin, du coup, la plateforme, j'imagine qu'elle fournit des chiffres à l'entreprise. Du coup, quel type d'infos vous leur communiquez? Parce que après, eux, c'est des infos qu'ils réutilisent dans leur reporting, notamment extra-financier, j'imagine. Ouais, totalement. Surtout qu'ils ont des audits aussi, du coup, sur ce qu'ils font. Ouais. Donc ça, tous les ans, on travaille beaucoup avec les entreprises lors de leur phase d'audit et à la fin de l'année quand ils veulent faire un reporting à leur comité de direction, par exemple. Donc, nous, on a une grosse fonctionnalité qui aide à faire ça, où on suit notamment un peu 3 facteurs principaux, enfin 3 KPI principaux. On a le trafic forcément de la plateforme, donc combien de personnes sont connectées, le nombre de connexions. On a le nombre d'inscriptions du coup de collaborateurs, combien ont vraiment participé à une mission. Et après, on décline tout ça un peu en fonction des thématiques que l'entreprise a choisies. Et après, on a le détail aussi du coup de nombre d'associations aidées, le nombre d'heures totales que les associations, les collaborateurs ont réalisées. On a aussi la satisfaction des collaborateurs par rapport aux missions et aux programmes, et la satisfaction des associations elles-mêmes, puisqu'on essaie de récolter quand même aussi leur feedback là-dessus. Et ça, du coup, tu peux le suivre forcément de manière soit annuelle, soit mensuelle. C'est assez facile. Voilà, et l'idée, c'est vraiment de suivre l'impact des programmes pour essayer de maximiser du coup l'impact sur les associations et sur les collaborateurs, Ok. globalement. Trop bien. Merci beaucoup, Éléonore, pour toutes ces réponses. Si vous avez des questions, d'ailleurs, sur la partie, du coup, plutôt RSE, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et là, on va passer plutôt à la partie produit, avec Shana qui va reprendre la main et rentrer un peu dans la plateforme. C'est ça. Moi, j'avais une question. Tu disais que tu avais entrepris ta reconversion vers le produit chez Wannabe parce que tu avais encore tu étais attirée par le produit. Donc, tu as déjà eu des expériences dans le produit avant ça. Et moi, je voulais savoir si tu voyais des différences par rapport au fait d'être PM chez Wannabe, donc une entreprise quand même qui est au service de la RSE, comparé à d'autres expériences où tu étais potentiellement PM, mais pas sur la même thématique. Est-ce que tu vois des grandes différences ou pas sur ce côté-là? Alors, du coup, chaque équipe produit est différente, donc les vraies différences, ça va être surtout sur l'organisation des équipes produits. Et après, moi, je pense que la différence principale quand tu travailles pour la RSE, c'est un peu la volonté et l'acharnement que tu mets à rendre le service le plus agréable possible, parce que du coup, tu sais que la finalité derrière, c'est l'impact. Donc, quand ça marche pas, tu te dis, c'est des collaborateurs en moins pour les associations, c'est des dons en moins, donc tu réalises ça. Il y a vraiment, évidemment pas mort d'homme sur la finalité de l'action, mais tu te dis, c'est forcément moins d'impact. Donc, je sais que les anciennes expériences que j'ai eues, après, c'était des stages, donc j'avais un peu moins de responsabilité, mais je pense que je voyais moins la finalité de ce que je faisais, et c'était moins motivant, on va dire. Ok.
Super intéressant. Et donc, tu me disais, ça dépend un peu de la configuration de l'équipe produit. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de votre configuration, vous, dans votre équipe produit? Ouais, du coup, on a vraiment donc l'équipe produit qui est composée des trois personnes que j'ai citées avant et l'équipe tech. Et ce qui est cool, c'est qu'on a beaucoup, forcément, on est extrêmement liés. Nous, on fonctionne du coup en cycle agile, un peu comme toutes les équipes produits, mais des cycles de 8 semaines. Donc ça, on l'a mis en place depuis décembre. Donc ça a beaucoup changé. On avait beaucoup d'organisations différentes. Et du coup, toutes les 8 semaines, donc, en fait, on décide de quand on va développer au cycle prochain. Et ce que moi j'adore en tout cas dans notre organisation, c'est qu'en fait on décide des sujets de manière collégiale. On a des réunions en fait un peu jalons, une au début du cycle et une à la fin. Et en fait, au début, on va décider vraiment de ce sur quoi l'équipe produit elle-même va travailler, donc des nouveaux sujets de discovery sur lesquels on va plancher. Et à la fin, on décide tous ensemble des prochains sujets de delivery. Parce qu'en fait, il y a vraiment la discovery et la delivery qui fonctionnent en parallèle. Et ça, c'est très récent, cette manière un peu collégiale de fonctionner. Il y a du coup un représentant de chaque pôle qui vient à la réunion, avec du coup tous les fondateurs, l'équipe tech et l'équipe produit aussi. Et on décide tous ensemble, et comme ça, il y a vraiment tous les intérêts de chaque partie prenante qui défend à la fois les clients, les associations et aussi la scalabilité de la boîte, qui, en gros, décident ensemble des prochains sujets. Et ça fait des beaux débats. C'est assez fort. Mais J'imagine. franchement, c'est super cool parce que, en fait, là, pour le coup, avant, on ne fonctionnait pas comme ça. C'était plus hiérarchique. Enfin, c'était l'équipe produit qui décidait un peu dans son coin. Et en vrai, ça a fonctionné. Enfin, on a fait de très belles choses comme ça. Mais il y avait un peu une frustration des équipes en interne qui se disaient pourquoi ils ont fait tel choix, surtout pourquoi maintenant. Moi, j'ai exprimé tel retour, ça n'a pas été pris en compte. Et ça, ça a vraiment été un changement radical. Maintenant, les équipes sont beaucoup plus alignées, surtout avec notre vision. Et c'est beaucoup plus sain, je trouve, d'avoir une vision commune entre nous que de choisir unilatéralement, quoi. Ouais, une vision commune à toute l'entreprise pour vraiment engager en fait tout le monde avec soi. Ouais, c'est Et ça. j'en profite parce que du coup, on a Manon aussi qui nous demande, qui déjà dit que ce mode d'organisation est super intéressant. Et elle voulait savoir combien de temps durent ces réunions collégiales et elles ont lieu tous les combien? Du coup, donc on en a deux, donc c'est tous les 2 mois. Donc tous les 2 mois, on va en avoir une semaine et 2 semaines après, on va avoir la suivante. Enfin, c'est un peu. Et en gros, on a quand même une quinzaine de personnes qui sont là. Et elles vont durer. Alors les premières, je vous le cache pas, elles ont duré 2 heures. Et quand tu mets 15 personnes qui ont tous leur idée souvent on te dit que c'est pas une bonne idée. Voilà, les startups, en général, quand tu as plus de 5 personnes dans une réunion et plus d'1 heure, en général, c'est pas une bonne idée. Sauf que là, il y a vraiment ce truc on travaille tous ensemble et forcément, il y a du débat, donc on essaie de trouver un compromis à la fin. Donc l'idée, c'est aussi qu'on arrive avec des indicateurs qui nous permettent de faire des choix qui soient logiques quand même. Donc souvent, moi, ce que je fais, c'est que je m'entretiens avec chaque responsable d'équipe et je leur demande un peu quelles sont leurs priorités. Donc on demande au CSM, voilà, c'est quoi les engagements clients que vous avez. On demande aux associations, voilà, est-ce que vous avez des retours vraiment très impactants qu'il faudrait qu'on traite. Et ensuite, du coup, on présente tout ça. On regarde aussi par rapport à nos objectifs globaux de l'entreprise. Parce qu'on a un système d'OKR, donc c'est Objectif Key Results. En fait, on a vraiment les objectifs globaux de l'entreprise qui sont, du coup, nous, l'impact et la rentabilité pour, du coup, les 6 prochains mois. Et là, en fait, toutes les équipes de Winabi essaient de définir des objectifs sur lesquels s'aligner pour répondre à ces objectifs-là. Et nous, en tant qu'équipe produit, voilà, il y a notamment la notion de fonctionnalité de don qu'on essaie de mettre en place. Et du coup, quand on propose les sujets, on réfléchit aussi à l'impact que ça va avoir sur ces 2 résultats-là. Et on essaie de jongler entre tous ces paramètres pour ensuite prendre la meilleure décision. Ok, super intéressant comme façon de procéder. Et on a Laïla, j'espère que j'ai bien prononcé, qui a pensé à la même question que moi, parce que j'allais te demander justement quels sont les KPI que vous regardez. Ouais, alors en tant qu'équipe produit, du coup, nous, donc au global, on a quand même le trafic et du coup, les inscriptions des collaborateurs qu'on suit de manière globale. On communique souvent tous les mois, on a des réunions mensuelles tous ensemble, on communique là-dessus. Et aussi sur les chiffres de l'entreprise côté rentabilité. Et après, pour l'équipe produit, nous, on essaie de suivre des OKR. On a en fait on essaie pour chaque cycle de discovery
du coup, d'avoir un sujet associatif, enfin vraiment qui va aider les associations, et un sujet qui va répondre à notre objectif de développer la fonctionnalité des dons, par exemple. Donc, du coup, on s'assure voilà, d'avoir ces deux petits sujets. Donc, c'est pas forcément un KPI, c'est plus un qualitatif, c'est est-ce qu'on a travaillé sur le sujet. Et après, par contre, ça, on l'a mis en place depuis pas très longtemps, mais on essaie un peu comme les développeurs, on parle beaucoup du temps que les développeurs passent. Donc, on a souvent les jours hommes qui sont définis. Voilà, telle fonctionnalité, ça va prendre 10 jours. La capacité des développeurs, c'est 90 jours si tu cumules tous les jours qu'ils ont. Et ensuite, on enlève les congés, les jours fériés, etc. Et on regarde, en fonction des estimations de chaque fonctionnalité, combien de temps on peut allouer pour le prochain cycle. Et en fait, nous, on essaie de faire pareil dans l'équipe produit. Parce qu'en fait, notre temps, il est aussi compté. Et en fait, on nous impose des sujets de discovery qui sont plus ou moins compliqués à apprendre. Et surtout, un sujet, ça peut être traité en 3 jours, comme ça peut être traité en 1 mois, selon la complexité et selon combien de temps tu veux passer dessus. Et du coup, ça fait depuis janvier là, qu'on essaie de suivre de manière un peu plus fine notre temps. Donc, on a un outil pour ça qui s'appelle Toggle. Enfin, voilà. Et en gros, on regarde combien de temps on passe à faire des tests sur les fonctionnalités, combien de temps on passe à vraiment faire de la discovery, parce que la discovery pure, au final, on n'en fait pas tant que ça. Combien de temps on passe à juste échanger avec les devs sur ce qu'ils sont en train de développer, et aussi à nous organiser en interne. Donc là, on a suivi un peu tout ça, et un peu spoiler alert, première chose dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, on passait beaucoup moins de temps à faire de la discovery que ce qu'on pensait. Donc là, on sait qu'en action, on va déjà réduire un peu le nombre de sujets sur lesquels on va travailler dans chaque cycle, parce qu'en fait, trop de sujets fait qu'au final, tu t'éparpilles. Donc du coup, c'est moins impactant. Et on a aussi, on s'est rendu compte qu'on passait beaucoup plus de temps à faire des tests, parce qu'en fait, on n'a pas une équipe, nous, QA, comme les grosses entreprises qui vont faire que ça. Donc, on est obligé nous, l'équipe produit, d'en faire beaucoup. Et donc, du coup, le product manager ou la product designer qui est responsable de son produit va faire énormément de tests avec le développeur pour lui faire des retours, être sûr que ça fonctionne. Et voilà, nous, là, notre objectif, c'est de réduire le nombre de régressions qu'on peut mettre en place quand on développe quelque chose, et surtout faire en sorte que voilà, il y ait le moins de bugs possible. Donc beaucoup, beaucoup de tests. Voilà, c'est un gros apprentissage qu'on a en ce moment. Ok, super. Et moi, j'aimerais savoir si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite changer de poste et se tourner vers un rôle de PM en interne. Donc, comme tu as fait. Carrément. Moi, je pense que le plus important, en tout cas, ce qui m'a bien été utile, c'est de communiquer sur son envie le plus tôt possible. Parce qu'en gros, moi, quand je suis arrivée, donc, c'était un nouveau poste qu'on mettait en place, Technical Account Manager. Donc, les missions n'étaient pas très définies. Et à la base, j'avais des missions produits dedans. Donc, quand je l'ai postulé, ils savaient quand même initialement que j'étais intéressée. Mais mettons que ce ne soit pas le cas et que quand on arrive, ce ne soit pas du tout notre métier. Moi, quand même, au bout d'un an, je leur avais communiqué le fait que j'avais un peu fait le tour de mes missions et que j'aimerais bien évoluer et j'aimerais bien apprendre de nouvelles choses, notamment dans le produit, parce que ça m'intéressait. Ils n'avaient pas forcément de besoin à ce moment-là, mais quand même, après un an, ils m'ont un peu entendu et ils ont dit OK, si tu veux, on peut faire une alternance où tu vas faire à moitié, 4 jours en gros sur du Technical Account Manager, l'accompagnement client, et 1 jour par semaine sur du produit. Donc, c'est ce que j'ai fait. Sauf que, en fait, malheureusement, quand on a des priorités et que la priorité, c'est le client, souvent, j'avais pas le temps de faire ce jour produit qui m'était dédié. Donc, au bout de 3 mois, en gros, on s'est rendu compte qu'en fait, je faisais que du TAM et pas du tout du produit. Donc, j'étais frustrée, forcément. Et du coup, au bout de 6 mois, comme ils ont bien vu que ça m'intéressait beaucoup et que j'en parlais énormément, ils ont proposé de passer en full-time. Tout ça pour dire que moi, c'était quelque chose que je leur avais communiqué, j'en parlais beaucoup. Donc, je pense que ça, c'est un premier point, essayer d'exprimer le fait qu'on en a envie. Et après, je pense que ça aide énormément de se former. Ça peut aider aussi l'entreprise à se dire, OK, la personne a les compétences pour le faire. Parce que moi, par exemple, c'est honnêtement une chance que m'a offert le poste, parce que je n'avais pas fait de formation dans le domaine et j'avais pas forcément, même si j'avais quelques stages avant là-dedans, j'avais pas vraiment d'expérience passée. Donc, ils m'ont quand même beaucoup fait confiance, mais ils se sont dit, OK, on va lui faire confiance, mais on va quand même limiter la casse en lui offrant une formation. La formation PM. Et c'est là où, du coup, pour les formations, il faut regarder après combien de temps on a. Si on travaille en parallèle, forcément, une formation part-time comme Join Maestro, c'est hyper utile. Et après, si on a le temps, on peut faire une formation plus à plein temps. Donc, vraiment se former, c'est cool. Franchement, il y a plein de documentation en plus sur Internet pour le faire, beaucoup de sites. Même au Classroom, il y a beaucoup de choses qui se font. Je pense que le deuxième conseil, c'est de être curieux
coup, écouter des podcasts sur l'environnement, etc. Et ça peut être aussi très utile de se familiariser en amont aux outils qui sont nécessaires pour faire le métier. Moi, ça m'a été quand même hyper utile, même sans la formation, parce que la formation, tu apprends la théorie, on fait beaucoup de pratiques aussi, mais quand tu connais quand même les bases de l'outil, c'est beaucoup plus simple de faire des choses. Donc, se former aux outils. Et après, je pense que c'est hyper utile aussi d'échanger avec les équipes produits et dev qui sont en interne, apprendre à les connaître, apprendre aussi la réalité de leur métier, voir si peut-être eux ont des besoins. Parce que du coup, moi, quand j'en discutais avec eux, je sais qu'ils étaient un peu sous l'eau, donc ça faisait aussi sens que je passe aussi dans l'équipe. Donc, ça peut être cool pour aussi se rendre compte si ça nous intéresserait de faire partie du monde du produit. Trop bien. Et cette fois, donc j'ai une autre question pour revenir un peu sur les particularités de votre produit. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que sont ces particularités et un peu les problématiques aussi produits sur lesquelles vous allez vous concentrer ou tu vas te concentrer en 2023 avec l'équipe produit? Ouais, nous, notre plus grosse particularité par rapport à une entreprise tech classique, c'est qu'on a un SaaS, donc du coup en B2B et en marque blanche. Donc du coup, on a une plateforme qu'on vend aux entreprises. C'est pas du particulier, donc du coup, c'est des schémas de vente qui sont beaucoup plus longs. Et aussi, on est en marque blanche, c'est-à-dire qu'on va paramétrer la plateforme pour qu'elle ressemble plus à l'entreprise. Donc, on va l'adapter à sa charte graphique et en gros à son logo, enfin voilà, ses couleurs. Et aussi, du coup, on a énormément de paramétrage qu'on va mettre en place pour essayer d'adapter la plateforme à leur programme. Parce que chaque entreprise a un programme différent. Par exemple, il y a des entreprises qui vont donner du temps de bénévolat à leurs employés, là où d'autres ne vont pas le faire. Et du coup, il faut qu'on puisse témoigner de ces différences sur la plateforme. Et donc, du coup, on a l'équipe Tech Care qui vraiment gère ces paramétrages. Et ça fait que, par exemple, je sais qu'il y a d'autres boîtes où il n'y a pas besoin de réfléchir à ça. Et du coup, nous, il y a toutes ces notions de rôles différents. Où, voilà, tu vas avoir surtout comme on a plusieurs aussi, je m'égare un peu, mais plusieurs typologies de clients qui vont utiliser la plateforme. On a besoin d'avoir des rôles utilisateurs, des rôles qui sont administrateurs, des rôles, bon, ça c'est assez classique, mais voilà, qui n'ont pas accès aux mêmes fonctionnalités. Donc, à chaque fois qu'on développe quelque chose, ça, il faut qu'on réfléchisse à, c'est pour quel rôle. Et surtout, en tant que nous, équipe produit aussi, on doit réfléchir à l'impact que ça a sur les autres équipes. Parce qu'on ne peut pas commencer à se dire, OK, cette fonctionnalité, il va y avoir plein de paramétrages, mais franchement, tranquille. Parce que là, l'équipe Tech va me taper sur les doigts, elle va me dire, en fait, j'ai pas le temps de paramétrer ton truc. Donc, il va falloir que tu me le rendes un peu plus simple. Voilà, donc il y a vraiment cette notion. Et ça, ce B2B marque blanche, c'est assez impactant là-dessus. Et forcément, par exemple, du B2B par rapport à du B2C, tu vas pas avoir les mêmes retours. La relation avec le client va être plus complexe aussi, parce que du coup, ils vont être, c'est les clients qui vont nous faire des retours, et ils vont avoir des besoins spécifiques qui ne sont pas forcément les mêmes que les autres clients. Donc, du coup, tu dois un peu t'adapter. Et du coup, il y a des fois, on est obligé de faire des développements spécifiques pour les clients, ce qu'on n'aime pas forcément parce que, du coup, ça complexifie le code. Et quand ensuite tu fais évoluer ta fonctionnalité, c'est plus dur de prendre en compte ces spécificités. C'est beaucoup plus simple si tout le monde fonctionne pareil. Donc, et ça complexifie aussi forcément la documentation interne, voilà, toutes les documentations que tu peux créer. Donc ça, le fait d'avoir être en relation B2B, ça peut être un peu complexe sur cet aspect-là, apprendre un peu à dire non. Il y a beaucoup de communication que tu dois faire sur ta roadmap. Voilà. Donc il y a une relation hyper privilégiée, donc c'est trop intéressant avec les utilisateurs, mais tu as aussi moins accès à tes utilisateurs finaux. Et du coup, ça, c'est un peu, ça peut être aussi un peu frustrant, parce que moi, j'ai beaucoup de retours des administrateurs, mais parfois tu te dis, ok, mais les utilisateurs finaux, c'est les collaborateurs, et qu'est-ce qu'eux, ils en pensent? Et c'est un peu plus compliqué parfois d'avoir des retours de leur part. Voilà, c'est un peu les particularités. Et en termes de problématiques, nous, là, on est vraiment sur, du coup, les dons. C'est notre focus à fond. Ça fait 5 ans qu'on peaufine le don de temps. Et là, vraiment, le don financier, depuis 1 an, on essaie de le pousser à fond. Parce qu'on est certain que c'est quelque chose qui va fonctionner et qui est essentiel. Voilà, donc c'est un peu les next steps. Super, trop bien, merci. Donc, si jamais vous avez encore des questions sur la partie produit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je sais que Eleonore, tu nous as réservé une petite démo. Et oui. Je vais vous montrer un peu. Alors, j'ai 2 choses à vous montrer. En gros, donc ça va être sur les dons, du coup, parce que c'est vraiment notre focus. Je vais vous montrer, en gros, les campagnes de dons standards, parce qu'on a 2 types de campagnes, standard et peer-to-peer. Et je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Hop.
Je vais d'abord vous faire une toute petite présentation sur un peu pourquoi on a choisi ce sujet. Tac. Alors, vous voyez bien mon écran? Ouais. Super. Donc, je vais vous présenter un peu les campagnes de dons pour les entreprises chez Winabi. En gros, c'est un peu ce que je vous disais, pourquoi on cherche à pousser les dons. Parce que pour nous, c'est vraiment une ressource qui va être hyper complémentaire pour les associations. Elles ont certes besoin de bénévoles, mais elles ont aussi besoin de financement. Et elles passent énormément de temps, en vrai, à chercher des financements. Donc, on sait que c'est quelque chose qui va avoir un impact. Et après, pour l'entreprise en elle-même, elle va encore plus pouvoir mobiliser ses collaborateurs, parce qu'on a vu l'engagement des employés, ça peut être quand même parfois difficile d'aller sur le terrain, ça peut être un peu stressant pour les employés, alors que le don, c'est vraiment accessible pour tout le monde, donc on est sûr que les employés seront motivés. Ce qu'il faut savoir, juste pour donner quelques chiffres, c'est que en vrai, les entreprises ne nous ont pas attendu pour faire des dons. Aujourd'hui, en France, c'est 3,5 milliards de dons qui sont donnés par les entreprises tous les ans, et 22 milliards en Europe, donc c'est énorme. Donc ça représente à peu près 41% de la masse de dons qui est donnée chaque année. Mais après, nous, ce qu'on n'a pas forcément, ce sur quoi on voulait du coup insister, c'est de permettre aux entreprises de le faire avec leurs collaborateurs. Parce que du coup, ce qu'on a pu voir, c'est que les entreprises, lorsqu'elles essaient de faire des dons, elles peuvent être confrontées à différentes problématiques. Donc déjà, elles doivent trouver une association. Donc ça veut dire vérifier son éligibilité et son sérieux. Là, on l'a vu par exemple pour les dons lors du séisme en Syrie et en Turquie. Ça peut être difficile de savoir à qui donner des dons. Est-ce que l'entreprise est fiable? Enfin, est-ce que l'association, pardon, est fiable? Donc du coup, nous, ce qu'on va essayer de faire, enfin, ce qu'on a forcément de plus, c'est qu'on a une relation privilégiée avec l'association. Donc on peut assurer à l'entreprise que si elle fait des dons à cette association, eh bien, elle est sérieuse et on connaît aussi les besoins de l'association. Ensuite, ça peut être difficile, du coup, pas forcément difficile, mais ensuite, il faut qu'elle contacte l'association. Donc, du coup, c'est apprendre à la connaître et apprendre à connaître ses besoins et ensuite organiser une campagne qui n'est pas forcément toujours à leur couleur et à leur charte. Donc, nous, ce qu'on va permettre, c'est forcément d'avoir une campagne qui va être intégrée à leur plateforme d'engagement et qui est 100% personnalisable. Voilà, et où on connaît aussi les besoins des associations. Ensuite, il faut qu'elle fasse le suivi de l'impact de la campagne. Et là, forcément, ça va être beaucoup d'échanges avec l'association. Il y a aussi un risque légal parfois de transmission de données personnelles. Par exemple, le fichier Excel de tous les donateurs. Bon, bah, ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a du coup tous les indicateurs qui sont centralisés, forcément. Et aussi, surtout, on essaie de protéger au maximum l'anonymat des personnes qui font des dons. Ensuite, forcément, ça peut être compliqué pour le support. C'est pas hyper garanti. L'association n'a pas forcément le temps de s'en occuper. Donc, ça, nous, on a une équipe qui est un peu dédiée à ça. Et la dernière chose qui peut être compliquée pour une association, c'est l'association et l'entreprise, c'est la gestion des reçus fiscaux. Ça, c'est un énorme enjeu, mais je sais pas si... Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait des dons. Souvent, le reçu fiscal, on le reçoit un peu tard ou on ne sait pas forcément quand est-ce qu'on va le recevoir. Donc, l'idée là, ce qui est hyper utile du coup, là dans la tech et dans la solution que nous on propose, en tout cas, c'est que dès que tu fais le don, le reçu, il est créé automatiquement et ça simplifie énormément la vie aux associations avec leur propre modèle de reçu qui est hyper adaptable. Donc ça, c'est trop cool. Voilà, en gros, donc c'est simplifier un peu tout ça, l'onboarding de l'association, la création de campagne, le suivi et le reporting. Et du coup, je vous disais, on a ces deux types de campagnes et je vais vous montrer concrètement un peu la première qui est du coup côté Winabi, nous qu'on a mis en place du coup pour le séisme en Turquie et en Syrie. Donc, welcome sur la plateforme. Ça ressemble à ça. Donc là, vous avez la campagne collecte de dons d'urgence séisme en Turquie et en Syrie qui est proposée du coup par Médecins du Monde. Et en fait, la particularité de cette campagne, donc là, en fait, tout simplement, vous pouvez, donc elle est jusqu'au 31 mars, vous pouvez donner le montant que vous voulez. Là, on voit déjà du coup le nombre qu'on a collecté, le nombre de donateurs. Et du coup, celle-ci, elle a été abondée par Winabi, donc ça, c'est très chouette. Mais du coup, c'était 1 euro donné, c'était 1 euro reversé pour l'association par l'entreprise. Ça permet vraiment de démultiplier l'impact aussi de forcément des collectes. C'est de permettre du coup à l'entreprise d'abonder lorsque le collaborateur le fait également. Donc voilà, ensuite la campagne, on peut décrire du coup à quoi va servir le don, en savoir plus aussi sur l'association. Donc ça permet de rassurer aussi la personne qui fait les dons. Et voilà, présenter plus l'association et avec ça. Et Léonore, c'est défiscalisé à hauteur de combien déjà? C'est 75% pour les collaborateurs, pour les dons. Ok. Voilà. Après, ça dépend des pays, forcément. Mais en tout cas, en France.
Voilà, donc ça, c'est vraiment côté campagne standard, tout simplement, voilà, où vous avez une campagne, sur un besoin pour une association et vous pouvez choisir le montant que vous souhaitez donner. Et après, vous avez les campagnes, donc ça, c'est une toute nouveauté, que je vous présente en avant-première et qui sort, ce vendredi. C'est les campagnes peer-to-peer. Donc c'est pour ça qu'elle va être un peu moins belle parce que je l'ai créée hier soir. Mais en gros, c'est les campagnes peer-to-peer. C'est quelque chose qui est très connu aux États-Unis. En fait, c'est des types de campagnes où on va engager les collaborateurs, parce qu'on est toujours là-dedans, dans l'engagement des collaborateurs, pour les inciter à créer des collectes eux-mêmes qu'ils vont créer pour ensuite demander à leurs proches, à leur famille, à leur réseau de donner pour une campagne en particulier. Donc là, par exemple, je suis la Créate Solidaire et j'ai créé cette campagne La Bine fait pas le moine. Donc la Créate Solidaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est une super asso qui en fait récupère des vêtements professionnels, des chemises, des cravates, des costumes de personnes qui n'en ont plus, qui en ont acheté, qui n'en ont plus besoin, pour ensuite les donner à des personnes qui n'ont pas les moyens de se les offrir, pour qu'elles puissent avoir une tenue professionnelle pour leurs entretiens d'embauche, etc., leur donner un peu plus confiance. Voilà, donc c'est super chouette. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à leur donner. Et du coup, là, c'est un exemple de collecte peer-to-peer où, par exemple, ce serait la Créate Solidaire qui crée cette campagne. Et en fait, l'idée, c'est de mettre en avant les collaborateurs. Donc ici, on aurait une campagne, une collecte, pardon. Et en fait, c'est chaque collaborateur qui crée voilà, une collecte à son nom. Là, j'ai créé pour John Maestro. Et du coup, moi, je suis du coup, enfin, je sais pas, une amie d'Oriane et je veux donner pour la collecte. Et donc, du coup, Oriane, elle va me partager ce lien qu'elle a créé elle-même avec les motivations. Et ensuite, je vais pouvoir donner, pareil, le montant que je veux. Voilà, dire un peu quel nom j'ai et donner. Et ensuite, je pourrais avoir du coup la liste des donateurs ici. Voilà, donc c'est vraiment encore une idée de démultiplier encore plus l'impact en faisant en sorte que ce soit les collaborateurs qui soient du coup initiateurs des collectes et qui aident à l'entreprise du coup à récolter le plus de dons possible. Voilà pour les collectes. Je sais plus comment là. Super. On avait une question au tout début quand tu venais de nous partager ton écran de Manon qui se demandait qui se charge de produire ce type de doc et sous quelle forme vous communiquez dessus. Quel type de doc? Celui que j'ai présenté au début? Ouais. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'elle a posé la question, donc je pense que okay. Ah oui, c'est la présentation des campagnes et tout. Bah ça, c'est Sarah, elle s'appelle, qui est dans mon équipe du coup produit. Parce que du coup, effectivement, au produit, il y a plusieurs axes et le product marketing et le rollout en font partie. Et du coup, là, c'est sa responsabilité du coup à Sarah de gérer ça. Elle crée des super belles présentations, comme vous pouvez le voir, pour justement communiquer à la fois en interne. Donc nous, forcément, quand on crée une nouvelle fonctionnalité, on doit communiquer sur la fonctionnalité et expliquer à quoi elle sert en interne, former les équipes et aussi communiquer à l'externe pour donner envie justement à nos clients et aux collaborateurs de mettre en place ces fonctionnalités-là. Donc voilà, donc ouais, c'est Sarah, du coup, nous, dans notre équipe, qui gère cette partie. Et en fait, on s'organise, nous, quand on développe, quand le product manager et le product designer développent les fonctionnalités, ensuite, on lui présente, elle pose plein de questions sur comment ça marche et ensuite, elle le met en forme et elle présente en interne et elle produit le contenu pour l'externe. Voilà. Super. Et j'avais une autre question qui était venue, qui était de savoir quelle est votre stratégie pour faire des utilisateurs et des utilisatrices vos ambassadeurs? Nous, honnêtement, c'est de les engager. Après, nous, on leur parle moins, forcément, mais on motive du coup les entreprises à le faire. Et ce qui est pas mal, c'est de créer vraiment un programme un peu ambassadeur. On a un client du coup qui s'appelle Generali qui fait ça pour motiver du coup les collaborateurs à devenir ambassadeurs. En fait, il faut leur demander de l'être. Il y en a plein ou en tout cas leur permettre d'exprimer l'envie de l'être. Parce que parfois, je pense qu'il y en a qui seraient volontaires, mais qui ne savent pas forcément que ça existe. Donc, si on crée par exemple un programme d'ambassadeur comme ça, Generali, ils le font. Et en fait, ils créent tout simplement une mission sur la plateforme, devenez ambassadeur du programme. Les personnes s'inscrivent et ils ont même du temps alloué du coup à la mise en place à ce rôle d'ambassadeur. Et du coup, ensuite, ils ont plusieurs fiches un peu métiers. Où en tant qu'ambassadeur, tu peux être soit responsable de prendre des photos, de créer du contenu pour diffuser le programme auprès de tes collègues. Tu peux gérer aussi les réseaux sociaux. Tu peux essayer d'organiser des missions locales. Enfin, il y a vraiment plein d'actions qui sont possibles en tant qu'ambassadeur. Mais voilà, je pense que le principal, c'est de créer du coup un programme comme ça qui peut motiver les gens à s'engager en tant qu'ambassadeur. Très clair. Et on a Flavie qui demande si vous avez des rewards.
des rewards sur la plateforme, genre technique. On a du coup en gros, le collaborateur, il a un tableau de bord où il voit du coup toutes les nombres d'heures qu'il a fait, un peu son propre reporting personnel. On a un système de badge aussi où du coup, quand tu fais une mission de terrain, par exemple, tu as un petit badge Greta, enfin voilà, qui est mis en place chez certains clients. Par contre, c'est un vrai enjeu de gamifier le parcours et ça, pour le coup, c'est un axe de développement qu'on n'a pas encore hyper poussé, mais voilà, on a ces histoires de petits badges et de top quand même dans le reporting. On voit le top des collaborateurs qui sont engagés le plus. Donc, souvent, on a des clients quand même qui communiquent là-dessus, donc qui félicitent du coup les personnes qui sont engagées le plus. Mais c'est surtout ce système-là. Super. Je ne sais pas si dans le chat, vous avez encore des questions concernant la démo ou le produit chez Wannabe ou le côté RSE. Je ne sais pas, Oriane, si toi, il te reste encore des questions Non, écoute, moi, c'était assez clair aussi de mon côté. Et par contre, on a une question d'Adrien sur... ce sont les organismes reconnus d'utilité publique. Alors, je sais pas oui, je pense qu'il parle des dons. Oui, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais ça dépend quand même de l'association auquel on fait le don. Il y a une liste d'ailleurs, si vous pouvez retrouver en fait la liste des associations auxquelles, si vous faites des dons, vous avez 75% de déduction fiscale. Et sinon, le reste, c'est quand même 66%, c'est le chiffre le plus. Je ne veux pas créer de la confusion. Non, justement, il y a eu, ils ont parlé dans le chat, ils s'envoyaient plein de ressources à ce sujet-là parce qu'il y avait un petit doute entre le 75 et le 66, mais ils envoyaient toute la documentation, donc super. Et est-ce que chez Wannabe, vous recrutez en ce moment? Oui, en vrai, on recrute. Du coup, si vous voulez voir les offres, c'est sur Welcome to Jungle. Je crois que c'est plutôt côté accompagnement client en ce moment et à Asso quand même. On est en recherche là d'un responsable du coup de notre pôle Asso. Et franchement, on serait trop content d'avoir des propositions là-dessus. Voilà, parce que c'est hyper important qu'on développe le pôle. Donc, Asso et du coup, on a toujours besoin aussi côté content et sales. Voilà. Ok, super. Trop bien. Je vois que Sarah est en train de taper. Ah, voilà, elle a envoyé les offres. Justement, la fameuse Sarah dont je parlais. Toujours au taquet. C'est ça. Merci Sarah. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir directement sur le lien. On aime bien à la fin des webinaires et de manière générale chez Maria School faire un Manon qui lui dit canon ton PowerPoint, Sarah. C'est vrai qu'il était canon. On aime bien chez Maria School faire des rôtis. Donc les rôtis, c'est donner une note de 1 à 5 pour un peu voir ce dont vous avez appris aujourd'hui avec nous et si ça vous a été bénéfique. Donc par exemple, 1, c'est vous n'avez pas appris grand-chose, vous connaissiez déjà tout sur la RSE, sur la tech, comment allier les deux. Et ça monte crescendo comme ça. Et le 5, c'est vraiment... vous avez appris plein de nouvelles choses aujourd'hui en notre compagnie. C'était super intéressant, enrichissant. Et vous avez vu du concret. Donc, n'hésitez pas à mettre une note dans le chat. Donc, de 1 à 5. Enfin, on a plein de 5 de la part d'Adrien. Super. C'est peut-être un proche. Ça ne change pas la qualité du contenu. Bien sûr. On a beaucoup de 5, on a un 3 et un 4. Si jamais vous voulez nous expliquer pourquoi vous avez mis 3 ou 4, n'hésitez pas aussi. C'est toujours bon à prendre d'avoir un peu des feedbacks sur comment s'améliorer sur les prochaines fois. Donc, n'hésitez pas. Quel point vous auriez aimé qu'on creuse un peu plus ou, pour les prochains webinaires. En tout cas, merci beaucoup, Éléonore, pour ta participation avec nous à ce premier cross entre Indigo et Maestro. C'était super intéressant et c'est vrai que la tech a beaucoup à faire avec la RSE. Et moi, j'en ai appris pas mal sur tout ce qui était partie RSE, je vous l'avoue. Et donc, j'ai passé un super moment en votre compagnie. Ouais, pareil. Merci beaucoup, Sana et Éléonore. Je découvre un monde que je ne connais pas du tout, le monde du produit. La création de liens entre collègues, c'est pas mal aussi. C'est ça, exactement. Mais, si vous avez des questions aussi sur l'école Maestro ou l'école Indigo, n'hésitez pas à nous contacter soit sur LinkedIn, soit
soit par email. Voilà, on sera ravis d'échanger avec vous aussi. Ouais, tout à fait. Et je pense, Éléonore, si jamais les participants ont encore des questions à te poser au sujet de Onabi ou de ton métier de PM au service de la RSE, tu accepterais qu'ils aillent te contacter sur Ah oui, bien LinkedIn sûr, pour te pas de poser des questions? problème, LinkedIn où je vous mets mon mail, il n'y a aucun Bah souci. voilà. Avec Donc plaisir. n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions si jamais il vous en reste encore. Et du coup, c'est une fin de webinaire. Très Merci bien. beaucoup et bon appétit. Au revoir, merci.